C'est bon. Très bon. Parfait. Fonctionne. Alors, la dédollarisation, jusqu'où? On va commencer d'abord par décrire un petit peu le contexte. Qu'est-ce que c'est qu'une dédollarisation? Alors, on pourrait penser que c'est se débarrasser d'un actif parce qu'on le juge peut-être un petit peu envahissant, ou alors parce que il subirait des fluctuations qui ne sont pas toujours dans l'intérêt de son détenteur. Effectivement, la valeur du dollar, c'est celle que les Américains souhaitent qu'elle soit face à un panier de devises. On pourrait se dire que le dollar, c'est un actif qui aujourd'hui représente 100% de dette officiellement, probablement plus de 200% de dette si on agrège tous les engagements des diverses administrations américaines qui ne sont pas comptabilisés. Mais en fait, non, pas du tout. La dédollarisation, c'est pas pour se débarrasser d'une devise en faveur d'une autre qui paraîtrait plus apte à conserver la valeur ou qui serait plus fluide dans les échanges. Non, la dédollarisation, c'est pour échapper à l'extraterritorialité du droit américain. Je pense que beaucoup parmi vous ici savent ce qu'est cette extraterritorialité. Elle est représentée sous l'acronyme CAATSA, c'est-à-dire Counter America's Adversaries Through Sanction Act. C'est-à-dire que quiconque ne plaît pas aux États-Unis se verra sanctionné financièrement pour avoir commercé avec un pays qui n'a pas l'onction de Washington et du Pentagone. Alors au départ, la loi CAATSA, elle visait en particulier deux sociétés d'État russes. Alors vous m'excuserez pour mon accent, Rosobornexport et Rostec. Le but de ces deux entreprises était de promouvoir le développement, la production de produits industriels, de haute technologie, éventuellement de l'armement. Ça recouvrait aussi bien le civil, le militaire, les deux se mélangeant un peu et peut-être un peu trop. Voilà. Alors, d'autres pays ont tenté de se dédollariser, peut-être pas pour les mêmes raisons, c'était juste un moment pour se montrer un peu contestataire de la souveraineté américaine. Alors, on a eu l'Iran n'est pas le premier, on a d'abord eu la Libye, et puis on a eu l'Irak. Alors, malheureusement, les dirigeants de ces deux pays-là ne sont plus là pour nous parler de leur projet de dédollarisation. Ensuite, il y a eu l'Iran. Et puis, il y a les pays qui sont dédollarisés de fait parce qu'on leur interdit de l'utiliser, c'est-à-dire, par exemple, Cuba, Corée du Nord, et puis désormais les nouveaux grands méchants, Syrie, Iran. Voilà. Alors, le cas de ça, c'est quoi? Si vous devez respecter aujourd'hui la loi américaine, vous devez respecter la liste des pays avec lesquels il est licite de commercer, sinon le Department of Justice américain peut vous infliger unilatéralement des pénalités financières dantesques à l'issue de parodies de procès et contre lesquels nous autres Européens ne pouvons pas grand-chose. Bon, alors CAATSA, c'est un acronyme, je sais que c'est pas très très drôle, mais je pense qu'un petit exemple pour illustrer ce qu'est le besoin de dédollarisation, je pense qu'un petit exemple, une historiette, sera peut-être plus parlante. Alors, imaginez, vous avez 20 ans, ou un de vos enfants a 20 ans, et s'apprête à organiser la fête d'anniversaire, qui a lieu dans quelques jours. Pour bien soigner ses invités, votre fils, votre fille, se rend chez Nicolas et achète champagne, vodka, et règle le tout avec sa carte American Express. Jusque-là, tout va bien. Puis arrive le jour du 20e anniversaire, et là, un invité surprise sonne un peu plus tôt que les autres.
Et il s'agit d'un commissaire français qui vous remet un document officiel émanant du Department of Justice américain. Et vous ouvrez l'enveloppe et là, stupéfaction, vous écopez d'une amende de 10 000 $. Alors vous ne comprenez pas trop bien si vous avez bien lu que c'était une amende ou un cadeau de l'administration américaine pour votre anniversaire. Non, 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 c'est bien une amende. Alors heureusement, il y a le numéro en bas là, du document Department of Justice. Bon, c'est un peu cher d'appeler vers les États-Unis, mais c'est pas grave. Je prends mon portable, j'appelle, et là je tombe sur un fonctionnaire qui m'explique « Ah oui, 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 vous êtes Monsieur X, vous avez effectivement reçu une injonction, une pénalité de 10 000 $, vous avez été jugé, et voilà, vous êtes vu adresser ce document. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, écoutez, c'est très très simple. Vous fêtez votre 20e anniversaire, n'est-ce pas? Oui, absolument. Et vous avez donc acheté pour 1 000 € de boissons alcoolisées chez Nicolas. Bah oui, j'ai mes invités qui vont arriver, heureusement. Ah bah non, parce que selon la loi américaine, vous savez que vous ne pouvez pas acheter d'alcool avant 21 ans. Mais attendez, là je suis en France, là. Eh, quand même. Ah non, mais là, l'opération, là, votre paiement, l'enregistrement de l'opération, elle s'est faite aux États-Unis. Donc, vous tombez sous le coup de la loi américaine. Vous avez acheté de l'alcool alors que vous aviez même pas 20 ans d'ailleurs, 19 ans et 11 mois et 30 jours. Donc, l'opération a bien été enregistrée par American Express USA. Vous avez donc payé avec un moyen de paiement américain de l'alcool à 20 ans. Vous êtes donc pénalisé. Mais attendez, ce n'est pas tout. Car Nicolas figure sur notre liste noire. Si vous aviez acheté votre champagne et votre vodka sur les Champs-Élysées au drugstore Publicis, ça passait très bien. Mais manque de bol, Nicolas, c'est la liste noire. Bigre. Et alors moi, bien sûr, je ne suis pas d'accord avec eux. Alors je vais leur dire, mais là c'est des lois américaines que vous m'infligez, c'est des pénalités, ça n'a pas cours en Europe, ça n'a pas cours en France. Je ne vais pas vous payer, hein? Et alors là, le gars que j'ai au bout du fil, il ne se démonte pas du tout. Il dit, oui c'est vrai, je n'ai peut-être pas les moyens de vous contraindre. Par contre, d'après la fiche du FBI, et d'après les relevés de vos conversations que m'a fourni la NSA, vos mails et vos SMS, vous vous êtes inscrit, n'est-ce pas, pour un master de biologie des gastéropodes, 2 ans, à Harvard, pour la somme de 80 000 $. Oui, vous avez bénéficié effectivement de 20% de réduction parce que vous avez payé les deux années d'avance. Donc, si vous ne payez pas cette amende de 10 000 $, nous vous interdisons l'accès au territoire américain. Ah, mais ça ne va pas du tout, parce que moi j'ai payé 80 000 $ là, pour aller à Harvard. Ah ouais, mais là non, pas de chance, c'est pas remboursable, parce que comme vous avez obtenu 20% de réduction, c'est voilà, une fois le paiement est fait, c'est terminé. Donc vous ne venez pas sur le territoire américain, et vous vous asseyez donc sur vos 80 000 $. Bon, grosso modo, c'est un petit peu ça le discours que nous tiennent les États-Unis quand on va commercer avec un pays ou une entité qui figure justement sur la liste noire américaine. Mais attendez, c'est pas fini. Parce que mon gars au téléphone, la DOJ, me dit, en plus de ça, à votre anniversaire, d'après le FBI et la NSA, dans la liste de vos invités, vous aviez également une Tatiana Dementieva. Et vous l'ignorez peut-être, mais elle figure sur la liste également des oligarques qui sont sur notre liste noire. Donc si vous vous obstinez à fréquenter Tatiana, on vous interdira également l'accès sur le sol américain. Alors, la leçon que je tirerai de tout ça, c'est que moi, la carte American Express, je ne vais plus jamais m'en servir. Voilà. Bon, vous remplacez la carte American Express par le dollar et vous avez à peu près compris où vous emmène la justice américaine et ses lois extraterritoriales. Alors, le pauvre particulier passe pas bien lourd. De temps en temps, les États, ils ont un peu plus de répondants. Ça a été le cas de l'Inde. Ils voulaient acheter là, des missiles SS-400 Triumph, petit contrat de 5,4 milliards de $. Les Américains voulaient les sanctionner.
Et puis, d'un seul coup, il y a quelqu'un qui est venu tirer le bas de la veste de Trump en disant c'est un allié, il faudra peut-être quand même pas trop lui mettre des pénalités, sinon ils vont plus rien nous acheter. Déjà qu'ils nous ont pas à la bonne en ce moment, c'est pas la peine d'en rajouter. La Chine, la Chine, elle, on lui a pas fait de cadeau. Hein. Eux aussi, ils ont acheté du matériel militaire russe. 24 avions de combat Sukhoi pour 2 milliards, 2 batteries de S-400, 3 milliards. Eux, ils vont en prendre plein la terrine. Et Washington a donc décidé de sanctionner Pékin. Je me demande quand même, parce que ça remonte à 2018, si ça pourrait pas être un petit peu quelque part à l'origine de la brouille entre la Chine et les États-Unis, les sanctions douanières, tout ça, voilà. Et puis il y a un petit détail aussi qui est très très important et très sympathique, c'est que, outre l'extraterritorialité du droit américain, c'est aussi un droit à géométrie variable, c'est-à-dire qu'on peut décider de le modifier a posteriori. Par exemple, vous avez commandé du matériel en Russie, du temps où vous n'étiez pas forcément sur la liste noire ou auprès d'intermédiaires russes qui n'étaient pas sur la liste noire, ils y sont depuis. Eh bien, pas de chance pour vous. Ceux qui sont maintenant sur la liste noire, ça vous désigne comme quelqu'un ayant contourné le droit américain et vous vous trouvez à votre tour sanctionné d'amende rétroactivement. Alors déjà, le droit américain appliqué aux étrangers, déjà c'est un petit peu exotique comme concept, mais en plus de ça, vous dire, on fixe des règles du jeu, mais en plus de ça, on peut les changer en cours de route. Donc là, c'est parfait. Donc on peut comprendre que la Chine, que la Russie aient envie de se dédollariser un tout petit peu, c'est-à-dire faire des transactions dans d'autres devises. Russie et Inde d'ailleurs se sont entendus pour que le règlement du matériel se fasse en roubles. Chine et Russie ont mis en place une sorte de système de compensation avec comme pivot l'or. Et le yuan convertible en or. Et yuan convertible en or. Et puis bien sûr, il reste à bâtir peut-être la dernière étape, mais ce n'est pas la moindre, pour dédollariser, c'est-à-dire qu'il faut aussi avoir des chambres de compensation qui permettent de faire des règlements avec des cartes de crédit, des compensations entre banques qui financent les uns et qui financent les autres. Je crois que j'ai trop parlé, je vais quand même passer la parole à Olivier. Alors, désolé, je ne vous ferai pas une petite histoire comme Philippe. Je vais un petit peu compléter ce qu'il a dit. Vous savez que les Européens ont appris assez rapidement ce que c'était que l'extraterritorialité, puisque je vous rappelle que BNP, par exemple, a payé 9 milliards de dollars de pénalités. La Société Générale, c'était de mémoire 1,5 milliard ou quelque chose comme ça. Vous avez la Deutsche Bank aussi qui a craché au bassinet. Évidemment, toutes ces banques sont obligées de travailler à un moment ou à un autre en dollars. Donc, puisque jusqu'à maintenant, même si certains pays se sont dédollarisés, vous avez quand même le dollar qui intervient dans 80% des transactions. Donc, à partir de ce moment-là, vous êtes bien obligé de passer à un moment ou à un autre par le dollar. Donc, ils en profitent. Ça fait augmenter un petit peu leur PIB comme ça. C'est pas mal, parce que l'air de rien, il n'y a évidemment pas que la France. Vous avez d'autres pays qui, au final, payent leurs amendes et l'air de rien, ça fait quand même quelques milliards qui rentrent. Bon. Alors, depuis un bon moment, on observe que, notamment les Russes et les Chinois, qui sont, je dirais, les plus touchés depuis un bon moment par les différentes pénalités américaines, et puis mesures de... pas de rétorsion d'ailleurs, puisque, mais mesures pas que des États-Unis, d'ailleurs de l'Europe aussi. Vous avez un mouvement qui est mis en place depuis un certain nombre d'années,
où vous avez les Russes et les Chinois qui, parallèlement, sont en train de créer un système concurrent à SWIFT, c'est-à-dire le système qui envoie les transactions, qui donne les ordres de mouvement des capitaux, puisque à un moment, les États-Unis avaient menacé de couper ce système. Quand vous coupez ce système, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune transaction, ni entrante ni sortante, des pays entre les banques, ou entre les banques et les fournisseurs, etc. Donc c'est quand même quelque chose qui est difficile à gérer pour un pays. Donc ces menaces ont fait que petit à petit, les Russes se sont dit qu'il fallait sortir de ce mouvement-là. Les Chinois ont fait exactement la même chose. Ils ont travaillé tous les deux sur deux systèmes. Apparemment, il semblerait que les Russes sont en train de se plugger sur le système chinois pour continuer à faire des transactions, même si les Américains coupent le système SWIFT. Alors ça va être compliqué, parce que c'est pas un système qui permet finalement d'aller très à l'international. Donc vous avez plein de banques qui n'accepteront pas de ne pas passer par SWIFT. Alors est-ce que les Américains iront jusqu'au bout ? Est-ce qu'à un moment, ils vont réellement couper le robinet ? Je ne suis pas certain qu'ils osent le faire, mais avec ces gens-là, on peut s'attendre à tout. Donc, si jamais ils le font, a priori, en tout cas pour des transactions entre Chinois et Russes, et entre Chinois et quelques BRICS, vous aurez ce système qui est concurrent de SWIFT. Mais ça ne règle pas tout. C'est-à-dire qu'il faut aussi pouvoir se passer du dollar. Alors, est-ce qu'on peut se passer du dollar, à votre avis ? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alors, on voit que les Russes ont vendu quasiment tout leur stock de bons du Trésor américain. Il leur reste une blague, enfin quelques milliards contre 80 milliards début 2018, donc ils ont quand même vendu pas mal. Alors malheureusement, vous avez encore les Chinois qui ont 1100 milliards. Ce sur quoi il faut mettre un petit bémol tout de même, c'est-à-dire que ça, c'est suivant les comptes de la BRI, de la Banque des règlements internationaux, sachant que deux choses. La première, c'est qu'on a pu constater qu'on pouvait vendre très vite du dollar. C'est quand même l'actif le plus liquide au monde. Or, vous savez que fin d'année 2018, par exemple, ils ont vendu en quelques semaines plusieurs centaines de milliards. Donc, ça peut se faire. Ça peut se faire sans forcément, d'ailleurs, faire décaler beaucoup le dollar. C'est tout l'intérêt, d'ailleurs, de cette monnaie. Ensuite, mais ils en ont quand même encore un stock de, suivant ce qu'ils disent, de 1200 milliards à peu près. Donc, c'est les premiers détenteurs avec les Japonais. Ce sont les premiers détenteurs de cette monnaie. Alors, est-ce que c'est embêtant pour eux et est-ce que ça peut les gêner dans leur désir de se dédollariser? Je ne crois pas. Et je ne crois pas pour une bonne et simple raison. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, tout le monde s'attend à un effondrement du dollar tout le temps. Dès que vous ouvrez un journal, on vous annonce que le dollar va s'effondrer. Le dollar n'est pas prêt de s'effondrer pour la bonne et simple raison que je vous dis, il y a une prime, et cette prime, elle est due à la liquidité du dollar. Il n'y a qu'une seule monnaie, il n'y a qu'un seul actif au monde où vous pouvez acheter ou vendre 20, 30, 40, 50 milliards de dollars sans le faire décaler. Ça n'existe pas. Essayez de faire ça sur le franc suisse, vous allez avoir des surprises. Donc c'est le seul actif au monde qui va permettre,
si jamais il y a un pépin, à un moment, monétaire, d'aller se réfugier. Même si les Chinois nous sortaient une monnaie, ce qui est une possibilité, même si les Chinois nous sortaient une monnaie, un yuan convertible, basé entièrement sur l'or, etc., ce qui est une possibilité. On voit que depuis un certain temps, ils achètent massivement de l'or, hein, officiellement et officieusement. On a certains calculs qui donnent un tonnage dans la réserve fédérale, enfin dans la réserve, dans la banque centrale plutôt chinoise, qui serait de 14 000 tonnes, alors que pour l'instant, ils en déclarent 2003. Ce qui ne serait pas totalement étonnant quand on sait que, d'abord, ils sont devenus les premiers producteurs, hein, de 460 tonnes très exactement, ils sont devenus les premiers producteurs, et quand on voit ce qui passe par les fondeurs suisses et qui qui transitent par Hong Kong et qui arrivent en Chine, on s'aperçoit qu'il y a en gros, en tout cas déclaré, en gros 1400-1500 tonnes par an. Donc vous rajoutez à ça ce qui se passe officieusement, parce qu'il y en a aussi beaucoup, et vous apercevrez qu'ils en ont très probablement, à moins qu'ils se fassent tous des boucles d'oreilles et des bagues, mais sinon il y en a très probablement beaucoup plus que ce qu'ils déclarent dans la Banque centrale. Mais il faut savoir aussi pourquoi ils ne le déclarent pas. C'est parce que ce serait une déclaration de guerre. Ça revient à ça. C'est-à-dire, s'ils annoncent à un moment qu'ils en ont plus que les Américains à la Fed, croyez-moi, ça va bouger aux États-Unis. Donc, ils attendent très probablement d'en avoir un petit peu plus que ça. Parce que s'ils veulent garantir, ne serait-ce que les échanges qu'ils ont avec les pays proches, il va falloir qu'ils en aient beaucoup plus que ça. D'accord ? Ou alors que le prix monte beaucoup plus aussi. Ils sont alors pourquoi je dis qu'ils sont en train de préparer ça depuis un bon moment ? C'est qu'ils ont créé un standard or. Or, pourquoi créer un standard ? C'est pas pour faire des bijoux à 24 carats, je vous rassure. Ils ont créé un standard, c'est-à-dire qu'ils refondent absolument tout l'or qu'ils achètent, quoi qu'il arrive. Ils le refondent pourquoi ? Pour savoir s'il est bon. S'il n'est pas faux au tungstène, par exemple. D'accord ? Donc, ils le refondent systématiquement. Ils font des lingots d'1 kilo, qui sortent des meilleures fonderies suisses, en 4 x 9, c'est-à-dire 99,99% pur, et ils le stockent chez eux. Pourquoi ils font ça ? Parce que l'intérêt, c'est quand vous avez créé un standard, c'est que tout ce qui n'est pas au standard ne vaut pas grand-chose. Et ils ont derrière ça, l'année dernière, en 2018, ils ont créé des contrats qui sont des contrats pour acheter et vendre du pétrole avec les Russes pour s'échanger du pétrole payé en yuan, basé et convertible en or. Alors c'est un ballon d'essai. Évidemment, ça ne couvre pas toutes les transactions, mais ça couvre déjà celle-là. Et il est évident que si à un moment, vu l'état des autres systèmes monétaires, je peux vous parler de l'euro, c'est un sujet qui me fait des boutons à chaque fois, mais que j'en parle, mais si vous pensez qu'aujourd'hui, on a vu, alors je ne sais pas ce que va faire monsieur Powell là dans quelques minutes, mais en tout cas j'ai vu ce que faisait monsieur Draghi. Donc il nous a annoncé la planche à billets pour les 100 ans à venir, hein, sans limite. Moi, j'ai toujours appris qu'il y avait que la bêtise humaine qui était sans limite. Hein. Donc, il y a la bêtise humaine et il y a M. Draghi. Et donc, il nous a annoncé qu'il allait faire tourner la planche à billets à fond et sans aucune limite de temps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre billet que vous avez tous dans vos poches, là, il ne vaut pas grand-chose.
à terme. D'accord? CF le Venezuela, CF l'Argentine, on a quelques exemples. Et donc on sait qu'au bout du bout, ça ne vaut pas grand-chose. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez d'un côté une monnaie, après on aime le président chinois, on ne l'aime pas, peu importe, mais vous avez une monnaie qui est basée et qui est convertible en or, et puis je vous refile du papier qui ne vaut rien, vous allez prendre quoi pour vos transactions? Bon, donc on est tous d'accord, donc il y a un gros intérêt à faire ça. La seule chose qui va être problématique, c'est les quantités. Alors là, il y a quelque chose qui peut être intéressant, c'est de voir justement ce que font les Russes aujourd'hui, qui font la même chose que les Chinois. Ils achètent à tour de bras de l'or. Pourquoi? On peut se poser la question, c'est-à-dire que si vous mettez les réserves chinoises plus les réserves russes, alors qui, pour l'instant, sont en tout cas officiellement très faibles, après, officieusement, ils ne disent pas forcément tout, nos amis russes, comme nos amis chinois. Et donc, il est assez probable que il va falloir du temps pour se constituer un stock qui puisse faire concurrence au dollar. On peut imaginer très bien que très vite, ils puissent sortir des stocks suffisants pour créer une alternative au dollar. Si c'est ça, je pense que ça va fâcher quelque peu les Américains et que les années qui viennent peuvent être assez compliquées à gérer. Ah, fâcher les Américains. Ça, c'est une chose qu'il ne faut pas faire. Et les Chinois ont très très bien compris. Alors, je ne vais pas verser dans la caricature, mais enfin, un Chinois ne vous dit, il vous dit rarement non, il vous dit oui, et ensuite il ne fait pas. Bien. Mais ils sont aussi quand même très fins. Ils ont un peu plus de 2500 ans de trading international à leur actif avec la route de la soie. Ils sont en train de la redimensionner, de la reshuffle. Et puis, ils ont très bien compris aussi une chose, c'est que, outre le fait que le droit américain s'exerce hors des frontières, au travers du billet vert, on leur a aussi dit, le dollar, c'est un truc qu'il ne faut pas le vendre. Bon, alors ils ont accumulé des excédents, les Chinois. Ils participent au refinancement du trésor américain, sans quoi le brave américain ne peut plus acheter ce qui est fabriqué dans les usines chinoises qu'ont fait construire des entreprises américaines qui ont délocalisé en Chine. Bon, je sors du sujet. Donc j'en reviens à la dédollarisation. Donc posséder, au bout du compte, quel que soit le moyen par lequel on l'a acquis, quelque chose dont on n'a plus le droit de se défaire parce que celui qui a émis la devise vous dit ça vous le vendez pas, les Chinois se sont dit bigre. Ouais, mais si on le fait, ils vont se fâcher, les Américains. Ah, ils ont trouvé un truc. La dédollarisation à la chinoise. Ah, ça, c'est un bonheur. Alors, Xi Jinping a présenté à la planète entière son projet Route de la soie, auquel beaucoup de pays ont envie d'adhérer. Actuellement, quand on fait le compte des pays qui en font partie plus ou moins, on dépasse quand même les 3 milliards d'habitants. C'est pas mal, et ça va jusqu'en Argentine et jusqu'au Brésil. Pays qui ont été les premiers aussi à penser à se dédollariser un jour. Bon, sauf que là, ils pensaient surtout à commercer avec la Chine. La dédollarisation à la chinoise, c'est quoi? Comme on n'a pas le droit de vendre le dollar, par contre, on a le droit de le prêter. Les pays qui veulent participer à la route de la soie, il va falloir créer des infrastructures. Même les Italiens en ont bénéficié d'ailleurs récemment. Donc construire des autoroutes, des lignes de chemin de fer, des lignes de haute tension, des centrales thermiques en Afrique, en Asie, en Océanie, enfin dans des tas de pays qui croient dans un mode de développement coopératif, etc., qui espèrent se raccrocher à la route de la soie. Donc ils disent ah oui, super, ligne de chemin de fer, autoroute, centrale thermique, on en veut bien, prêtez-nous de l'argent. Ah ben, les Chinois, ils prêtent ce qu'ils ont. Ils leur prêtent des dollars.
Et puis, au moment où on signe le prêt, il est quand même marqué qu'au cas très improbable où vous ne rembourseriez pas votre prêt, parce qu'on sait que vous êtes des gens qui géraient parfaitement bien les finances de vos pays, notamment en Afrique, on va quand même mettre un petit truc, un petit codicile, où si jamais vous ne pouviez pas nous rembourser nos dollars, vous nous fourniriez des matières premières qu'on aime bien, ou dont on a besoin. Et puis alors là, malheureusement, les Chinois ont fait trop confiance, et des pays auxquels ils ont prêté n'ont pas remboursé les dollars. Par contre, ils ont remboursé en matières premières. Et puis les Américains, qu'est-ce qui peut venir à ça? Pas grand-chose. Ils ont prêté imprudemment des dollars qu'on ne leur a pas rendus. Ils en ont moins, mais ils ont plus de matières premières. Donc ça, c'est une excellente façon de dédollariser. Alors la Russie n'en a pas eu besoin vraiment parce qu'ils en avaient quand même beaucoup moins que les Chinois. Enfin, la Russie a quand même fait un petit peu la même chose avec le Venezuela. Ils prêtent de l'argent et puis ils seront remboursés en pétrole. Alors, Olivier a évoqué les stocks d'or achetés par la Russie. Donc l'année dernière, c'était 274 tonnes. Cette année, au 30 juin, c'était 145 tonnes. Donc c'était fin de premier semestre. On était parti presque sur un rythme de 300 tonnes cette année. Et alors que la Russie accélère ses achats d'or, on s'aperçoit aussi qu'ils sont totalement désendettés. Au 1er janvier, la Russie était encore endettée à hauteur de 1,5 de son PIB, contre 100 pour les États-Unis, 200 si on agrège tout, 240 pour le Japon, et j'en passe. Donc, la Russie était totalement désendetté, je pense, à la moitié du premier trimestre, et désormais, il présente un endettement négatif de 1,25% du PIB. Je referme la parenthèse pour revenir à mon sujet qui était l'or. Donc, on va dire qu'en l'espace de 2 ans, la Russie en aura quand même acheté plus de 500 tonnes. Et aujourd'hui, le stock serait officiellement de 2113 tonnes, plus éventuellement 150 tonnes de plus à la fin de l'année. Alors, ça paraît pas colossal par rapport au stock d'or allemand, français, américain, enfin, quoique personne depuis 40 ans n'a pu constater à quoi ressemblait le stock d'or américain. Mais enfin, le deuxième pays en Europe qui possède le plus d'or, c'est l'Italie, devant la France. Et je crois que c'est de l'ordre de 2900 tonnes. Encore 3 trimestres et la Russie aura le même stock d'or que l'Italie, avec quand même un PIB qui ressemble quand même pas à celui de l'Italie. Donc on va dire que le ratio entre l'or et la quantité de roubles en circulation, ou celle qui peut être appelée dans des transactions financières, ça commence quand même à ressembler à quelque chose. Alors c'est vrai que la Chine, avec ses 14 000 milliards de PIB aujourd'hui, s'ils avaient 14 000 tonnes d'or, ça pourrait représenter quelque chose. Et ça ne serait pas encore le ratio qu'on a en France, Allemagne, Italie, qui est d'environ 2%. C'est-à-dire que les stocks d'or aujourd'hui, dans les pays occidentaux, c'est environ 2% du PIB. La Russie, elle est dans les clous. Voilà. Donc je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus, mais je pense que c'est quand même une bonne base de réflexion. Oui. Alors, il y a quelque chose qu'a dit Philippe qui est important sur la Russie, c'est justement le fait qu'elle ne soit pas endettée. C'est le seul pays au monde, avec le Luxembourg. Bon, enfin bon. C'est le seul pays au monde. Or, je pense que c'est au-delà, si vous voulez, du thème de la soirée qui est la dédollarisation, mais c'est surtout la méfiance qu'a tout le monde vis-à-vis des monnaies. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tous les pays, que ce soit la Chine, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Europe, sont endettés. Pas un petit peu, ultra endettés. Ultra endettés par rapport à quoi ? Par rapport à leur croissance. Or, aujourd'hui, vous savez que la croissance potentielle des Occidentaux, au sens large, des vieux pays, on va dire, que ce soit le Japon, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Chine, que ce soit l'Europe, j'en parle même pas, on est tous
ultra endettés, avec tous des croissances potentielles qui sont très faibles, même aux États-Unis, très très faibles par rapport aux décennies d'avant. On remarque quoi depuis 2008-2009, où vous avez toute une partie de l'endettement privé qui a été switché en endettement public, et ensuite les acteurs privés se sont réendettés. Aujourd'hui, les Américains sont plus endettés qu'ils ne l'étaient en 2007. Donc, vous avez le seul moteur aujourd'hui de la croissance mondiale, qui est la dette. Il n'y a pas autre chose. D'accord ? Alors, s'endetter, c'est pas grave quand vous avez les moyens de rembourser. C'est-à-dire s'endetter quand vous avez une croissance qui fait 4 ou 5%, c'est pas un problème. Quand vous êtes endetté, mais que vous n'avez pas les moyens de rembourser, qu'est-ce que vous faites? Alors, pourquoi cette croissance potentielle baisse? Pour plein de raisons. Des raisons démographiques. Alors là, la Russie, par exemple, d'ici 2050, vous êtes 146 millions. D'ici 2050, il y aura 20 millions de moins d'habitants. C'est beaucoup. C'est beaucoup, 20 millions de moins d'habitants. Alors peut-être que si on prend un deuxième mandat de Macron, vous aurez des réfugiés politiques en Russie, français. Ça fera remonter un peu la population. Mais sinon, malheureusement, s'il n'y a pas ça, il y aura 20 millions d'habitants de moins. Donc quand vous avez des pays qui vieillissent, en Chine c'est pareil, au Japon j'en parle pas, en Allemagne c'est fini, d'accord, l'Allemagne c'est le Japon d'il y a 20 ans. Donc l'Italie c'est pareil. Pourquoi? Parce que vous avez des taux de fécondité qui sont largement en dessous des 2,10, qui sont le taux auquel on renouvelle la population. Donc 1,74 pour les Russes, on est à 1,81 en France. Vous êtes à 1,32 en Grèce, vous êtes à 1,30 en Italie, vous êtes à 1,35 en Espagne. Donc, on a tous largement des taux de fécondité qui sont très en dessous de ce qu'il faudrait pour conserver une population de jeunes et dynamique. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre croissance potentielle est plus faible. Elle est plus faible, on va dire qu'en Europe, par exemple, c'est entre moins 1 et plus 1, quoi. Donc autour de 0. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas rembourser les dettes. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'avez pas 36 000 moyens. Vous allez faire ce que M. Draghi a annoncé. C'est-à-dire que vous allez faire tourner la planche à billets jusqu'à ce que la monnaie se déprécie, et donc ne vale plus rien. Et à ce moment-là, vous aurez remboursé de fait les dettes. Okay. Ou alors, vous faites un défaut de paiement, mais un défaut de paiement, ça peut énerver. Bon, après, Et donc, c'est quand même le bon moyen, ce qu'on appelle l'hyperinflation. D'ailleurs, c'est un mauvais terme, mais c'est ce qu'on appelle l'hyperinflation. Et donc, en fait, je pense qu'au-delà du thème de la dédollarisation, c'est la méfiance que les gens ont dans la monnaie. Parce qu'on sait que ça se terminera mal, et que ça ne peut que se terminer mal. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'autres moyens. Ou alors, il faudrait que tout d'un coup, on trouve une idée géniale qui fasse que... comme l'électricité, mais enfin c'est déjà fait l'électricité, hein, donc le moteur à explosion c'est aussi déjà fait. Donc il faudrait qu'on trouve une idée géniale qui fasse que tout d'un coup on reparte sur des croissances importantes. Et ça malheureusement, vous savez qu'en ce moment la grosse question est peut-on avoir une croissance importante et ne pas emmener la planète dans le mur ? Donc, il faut peut-être réfléchir à un nouveau modèle. Ce qui fait que, finalement, nos amis russes qui n'ont plus de dette ne sont pas les plus mal lotis, on va dire. En tout cas, beaucoup moins que certains pays.
comme nous. Hein. Si vous voulez que je vous donne le taux de dette en France, hein, qui est loin des 98% annoncés, puisque vous avez, si vous comptabilisez la totalité des engagements de l'État divers et avariés, 5 700 milliards. 5 700 milliards pour un PIB qui tourne autour de 2004. Ouais, bon. Donc ça fait quand même plus de 2 fois la mise. Et donc forcément, ça va être compliqué. Alors pourquoi ça va être compliqué? Je vais vous faire un petit calcul. C'est la dette. Je vais vous faire la dette pour les nuls. Alors la dette pour les nuls, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement quand vous avez dépassé les 100% du PIB. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que, on va prendre l'exemple japonais, 250% du PIB en dette. Bon. Pourquoi croyez-vous que M. Kuroda, qui est le patron de la Banque centrale japonaise, de la BOJ, à chaque fois que les taux remontent au-dessus de zéro, arrive à la télévision en disant « vous m'avez mal compris, j'achète tout et je vais faire descendre en dessous de zéro ». Pourquoi il fait ça? Tout simplement parce que si vous avez des taux qui montent de 1 point au Japon, ça fait 2,5 points à servir. D'accord? 2,5 points à servir. Comment vous faites quand vous avez 0% de croissance? Vous ne faites pas. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe au Japon? Eh bien, il se passe que vous avez 7 à 8% de déficit budgétaire par an. Donc votre dette augmente inexorablement. Donc je vous annonce les choses, l'année prochaine ça sera 260, et puis après 270, puis après 300. Bon. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes obligé d'imprimer des billets à chaque fois. Et si vous imprimez des billets, que vaut votre billet? Rien. D'accord? Donc finalement, c'est une bonne nouvelle pour les Russes, c'est une très mauvaise nouvelle pour le reste du monde. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut aller au-delà du problème de la dédollarisation, mais que c'est une véritable défiance, pire que dans la monnaie d'ailleurs, dans les modèles économiques qu'on a en Occident. Voilà. J'ai plombé l'ambiance, c'est bien. Bon, moi, je ne voudrais pas remuer des souvenirs douloureux, mais il faut quand même se souvenir que la Russie a fait défaut. 1997, si ma mémoire est bonne. Et les silences n'étaient pas complètement rétablis aussi. Au tournant de l'an 2000, enfin tout ça, c'était un peu pénible. Et la Russie a découvert au cours de ces années-là quand même que c'est quand même vos créanciers qui vous tiennent. Hein. Comme on dit, c'est toujours la main qui est au-dessus qui l'emporte sur celle qui reçoit. C'est une règle plusieurs fois millénaire, mais on n'a pas encore trouvé moyen aujourd'hui de l'invalider. Donc on va dire que là, dans un avenir très prévisible, la Russie ne dépend plus de personne, plus aucun de ses créanciers ne la fera chanter. Et les Chinois aimeraient bien être dans la même situation. Parce que eux aussi, ils en accumulent des dettes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. En ce qui concerne le Japon, là, du point de vue du tandem Abe-Kuroda, vive le dollar. Parce que si le dollar rapporte pas, aujourd'hui, bon, c'est moins qu'il y a 6 mois, enfin c'est encore 1,60. Sur 10 ans, c'est encore de l'ordre de 2,15, 2,20 sur 30 ans. Il y a encore quelque part, il y a encore du rendement. C'est toujours ça que la Banque centrale du Japon n'a pas à imprimer, parce qu'au moins les coupons arrivent des États-Unis. Alors l'intérêt d'acheter de l'euro, évidemment, aujourd'hui, il n'y en a strictement aucun, puisque ça ne rapporte rien. Et qu'il y a que, enfin, aujourd'hui, il y a 70% des dettes émises en euros par tous les pays de la zone euro. 70%, c'est à rendement négatif. Voilà, c'est extrêmement intéressant. Donc il ne faut pas s'étonner que le rôle de l'euro soit marginalisé. Et que Trump, il a finalement pas complètement tort quand il dit on a la meilleure monnaie du monde, celle dont tout le monde veut. Ah c'est sûr qu'on n'a pas tellement envie de détenir du yuan. De toute façon, c'est pas très facile d'en obtenir, sauf à Londres, quand on est dans une grande banque et qu'on fait du business avec les Chinois.
mais le particulier ne va pas aller convertir des livres sterling en yuan. Donc pour l'instant, avec un euro qui rapporte 0, un yuan qui n'est pas vraiment convertible, et un yen qui est également à 0, il ne reste effectivement que le dollar. Donc si on se dédollarise, comme je le disais en préambule, c'est pas pour se débarrasser d'une monnaie qui rapporte rien. Hein. On est bien au courant de ça. C'est bien pour des raisons politiques. Là, on voit que la Russie s'est dédollarisée sans vraiment fâcher Donald Trump. Donald Trump en a beaucoup plus aujourd'hui, après les Allemands, les berlines allemandes, le vin français, on est les prochains sur la liste, hein, je vous rassure. Si jamais ils arrivent à trouver un accord bancal, mais qui sauve la face de tout le monde avec les Chinois, on est clairement sur la liste de ceux qui allons en prendre plein la terrine dans un avenir que je pense pas si lointain. De toute façon, Trump a besoin d'ennemis. Il a besoin de faire haïr à ses électeurs, c'est un peu leur profil, c'est son fonds de commerce, il sait très bien le faire, il faut qu'il continue là-dessus. S'il parvient à démontrer qu'il a mis au pas les Chinois ou qu'il a obtenu ce qu'aucun des autres présidents avant lui n'avait obtenu, il sera très très bien placé. S'il s'en prend à l'Europe, tout le monde trouvera ça finalement tout à fait juste. Les échanges ne sont pas fair de son point de vue. Donc on va certainement subir des surtaxes, ou si on ne les subit pas, c'est qu'on aura cédé sur plein d'autres choses. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on est faible et ça va nous coûter encore assez cher. Alors, moi je dirais que la dédollarisation pour l'instant ne gêne pas trop les Américains sur un plan politique, tant qu'effectivement, il n'y a pas Clearstream, un organisme de compensation pour les transactions financières, qu'il n'y a pas un SWIFT pour permettre de fluidifier tous les paiements internationaux. Donc pour l'instant, c'est pas s'exposer à la fureur américaine que de dédollariser un petit peu. Par contre, les Chinois, effectivement, ne peuvent pas se débarrasser massivement des dollars qu'ils détiennent, mais malgré tout, le yuan recule. Et le rouble suit la trajectoire inverse. Alors, je ne suis pas un spécialiste du rouble du tout. Je regarde simplement quelle est la politique budgétaire qui est menée en Russie depuis 4 ou 5 ans par la patronne de la Banque centrale, Madame Niaboulina. C'est quand même de la grande austérité budgétaire, c'est presque géré à l'allemande. Aujourd'hui, les finances sont saines, le rouble est une monnaie que des gens pourraient vouloir détenir, en se disant on ne risque pas la banqueroute dans 2 ans ou 2 mois comme l'Argentine. Et puis il y a un autre pays alors, qui déteste la Russie mais qui fait un petit peu pareil, c'est la Pologne. La Pologne. Avec un taux de croissance 2 fois supérieur, voire 2 fois et demi supérieur à celui de la France, nettement supérieur à celui de l'Allemagne. Alors ils ont un avantage, les Polonais, ils n'ont pas l'euro, et en plus de ça, ils achètent de l'or, eux aussi. Ils en ont acheté 125 tonnes, je crois, au premier trimestre. Ça a un peu surpris tout le monde, mais enfin, on commence à voir des gens qui se disent gérer une monnaie comme l'euro, c'est pas bon. Gérer une monnaie comme le dollar en s'en servant d'instruments de pression politique, c'est pas ce qu'on veut non plus. Donc, je veux dire que la dédollarisation, c'est aussi un chemin qui fait c'est un concept qui fait son chemin également hors des frontières de la Chine, de la Russie et de quelques autres qui ont été sévèrement punis pour l'avoir envisagé il y a une dizaine d'années. Je crois que en fait, on est en train d'assister à un énorme combat, c'est-à-dire c'est la fin d'un système. On a, pour les raisons que je vous ai données tout à l'heure, on a un système qui est en train de mourir. On voit chaque année depuis 2008, on voit les États-Unis qui, sur la dette publique, qui augmentent en gros leur dette publique de 1500 milliards par an pour faire, aux dernières nouvelles, 1,5% de croissance. 1,5% de croissance sur 20 000 milliards, ça fait
300 1500, 300. Demandez à un chef d'entreprise s'il mettrait 5 euros de dette pour avoir 1 euro de PIB, 1 euro de chiffre d'affaires. Non, vous ne tenez pas très longtemps. Donc on est en train d'assister à la fin d'un modèle, la fin d'un monde, et qui ne se fera pas sans soubresaut, très probablement. Et donc, malheureusement, je ne vois pas beaucoup nos politiques réfléchir à un autre modèle. Il faudrait d'abord qu'ils puissent réfléchir, mais ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, et donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que, en ce moment, Trump tape sur tout le monde en désignant comme ennemi tout le monde? Et pourquoi les roquets qui suivent dans certains pays font la même chose? Tout simplement parce qu'il faut qu'ils justifient de leur incompétence auprès de leur population. Et donc, il faut se trouver un ennemi, parce que c'est plus facile de dire que si on est en récession, c'est parce que on est en guerre commerciale avec la Chine. Mais si vous regardez réellement la guerre commerciale avec la Chine, c'est dans la récession, si vous voulez, ça va compter pour 5%, pour 10% de la récession. C'est tout. Ça n'est en aucun cas la cause de la récession. Et donc, mais il lui faut un coupable. Donc, c'est les Chinois, ça sera demain, en effet, les Européens. Et les Chinois, ça les arrange. Pourquoi? Parce que le contrat implicite qu'il y avait en Chine depuis plusieurs années, c'est quoi? C'est, de la part des oligarques chinois, c'est on vous fait une croissance à 2 chiffres, de 12, 13, 14%. Nous, on va se gaver comme des porcs. Et puis pour la population, il y aura des miettes. Mais les miettes de 14% de croissance, c'est des belles miettes. Okay? Là, le problème, c'est qu'il n'y a plus 14% de croissance. Ils sont en récession, les Chinois. D'accord? Alors, ils tiennent comment? Ils investissent comme des fous. Jamais un pays dans le monde et dans l'histoire n'a investi autant que les Chinois. Ils vous construisent des villes, il n'y a personne dedans, mais ils ont construit des villes. Le problème, c'est que ça vous fait de la croissance instantanée. Vous construisez une ville, vous payez les gars qui sont en train de la construire, vous payez un peu au lance-pierre, mais enfin bon, vous les payez quand même un peu. Donc vous les payez. Et au départ, il y a de la croissance, puisqu'il y a du chiffre d'affaires, de sociétés qui montent Et après, vous ne les vendez pas. Qu'est-ce qui se passe? Et les gens ne peuvent pas les occuper. Qu'est-ce qui se passe? Terminé. Et la dette se retrouve dans la banque. Bon. Donc, c'est gigantesque. L'endettement chinois qui a été fait en 4-5 dernières années, sur les 4-5 dernières années, c'est gigantesque. On n'en a jamais vu. D'accord? Pour vous donner une idée, à un moment, l'investissement correspondait à plus de 40% du PIB chinois. C'est du jamais vu dans aucun pays. Même le Japon, dans les années 80-90, desquels on disait ils bétonnent le fond des rivières parce qu'ils ont tellement de pognon qu'ils ne savent pas quoi en faire. Vous avez vu ce que ça donne maintenant. Là, les Chinois sont en train de faire la même chose, mais fois 4, 5 par rapport aux Japonais. Et donc, la vraie question, je vous dis, au-delà de la dédollarisation, au-delà du fait que la Russie n'a pas de dette, que les Européens en ont, c'est réellement se poser la question de savoir ce qui va se passer après. Le fait qu'on va se prendre le mur, il est inéluctable. On va se le prendre. Puis on va se le prendre vite, fort. Après, tout dépendra de la capacité des gens qui se prennent pour nos élites à repenser un nouveau modèle. Et là, malheureusement,
vu ce qu'ils font déjà avec l'ancien, je ne suis pas sûr qu'ils nous en trouvent un bon pour les années qui viennent. Et c'est vraiment ça la question aujourd'hui. C'est qu'est-ce qu'on veut comme modèle? Est-ce qu'on veut cette espèce de course à la surconsommation idiote? Là, le nouvel iPhone va sortir, je suis sûr qu'il va y avoir la queue devant la Fnac pour être le premier à débourser 1500 balles. Voilà, enfin, donc il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et donc, cette course à une croissance quasi non maîtrisée, avec que de la dette, puisqu'il n'y a pas autre chose, va nous amener inéluctablement dans le mur. Et donc, pour moi, il n'y a pas de... la question n'est pas de savoir si il faut conserver ces dollars, pas les conserver, etc. La question est de savoir ce qu'on veut sur les décennies à venir. Et ça, malheureusement, j'ai quand même un peu l'impression qu'on a plus à la tête de beaucoup d'États des joueurs de bingo plutôt que des joueurs d'échecs. Hein. Alors, on a peut-être brossé un petit peu aussi en creux le portrait de la monnaie idéale. Alors, une monnaie qui n'est pas l'expression d'une dette ou d'une dépendance envers des créanciers. Une monnaie dans laquelle les gens ont confiance parce qu'il y a un référent qui est plurimillénaire et qui jusqu'à présent n'a pas encore vu d'autres alternatives se montrer plus performantes. Hein. Je rappelle que le dollar est administré par la Federal Reserve depuis le 23 décembre 1913 et que depuis cette date, le dollar a perdu, je crois, 98,9% de sa valeur, alors qu'une pièce de 20 $ or en 1913 aujourd'hui permet de s'acheter une moto. Bon, une petite, mais pour donner l'idée. Avec 20 $ aujourd'hui de l'époque, essayez de vous acheter une moto, vous ne remplissez même pas le réservoir. Alors, avant qu'on prenne peut-être quelques questions dans le public, je vais vous proposer deux, trois petits chiffres un petit peu amusants. Hein. Aujourd'hui, il y a 3 producteurs de pétrole leaders et qui sont maintenant au coude à coude. C'est les 3 mousquetaires du pétrole. Ils sont tous à 12 millions de barils. Non, bien sûr, les Américains disent on est devant, naturellement, forcément au-dessus. Mais on va dire à 12 millions de barils. Alors, vous avez les États-Unis. Ils produisent effectivement beaucoup de pétrole, mais ils ne produisent jour après jour que de la dette et ils n'accroissent pas leurs réserves de change. Bon, vous nous direz, leur monnaie, c'est elle qui sert de réserve de change, donc à la limite, si vous voulez acheter quelque chose, ils achèteraient peut-être du dollar s'ils allaient au bout de leur logique. L'Arabie Saoudite, ah, ça c'est amusant, vous allez voir. L'Arabie Saoudite, là, il y a un mois, leurs réserves de change, ou leurs réserves, hein, c'est-à-dire or, devises diverses, dollars, euros, yens, yuan, c'était 527 milliards de dollars. Aujourd'hui, la Russie, qui n'a plus de dollars, et qui a pratiquement tout converti en or, a aujourd'hui 525 milliards de réserves. Autrement dit, la Russie est en train de passer devant l'Arabie, et l'Arabie aujourd'hui, je crois que c'est 60 ou 65% d'endettement. Voilà. L'Arabie, il y a 15 ou 20 ans, n'avait pas de dette. Voilà, donc le premier producteur de pétrole au monde, c'est les États-Unis, c'est le pays le plus endetté au monde. L'Arabie Saoudite, c'est le deuxième producteur au monde. Et désormais, c'est un pays endetté avec des réserves de change qui fondent. Et la Russie, qui est le troisième producteur, a aujourd'hui des réserves de change qui augmentent. Enfin, réserves de change convertibles à partir du stock d'or. Voilà, donc je dis simplement qu'il y a aussi des espèces de grands mouvements tectoniques planétaires qui montrent un petit peu comment évoluent les rapports de force. Je vous laisse méditer sur de quelle façon ces rapports sont en train d'évoluer.